Ok. Bon, donc aujourd'hui, on va faire un cours sur Nietzsche. Et je pensais faire ça par la suite, en fait, de me concentrer en gros chaque semaine sur un auteur, ou alors toutes les 2 semaines sur un auteur. Et puis, toutes les 2 semaines, donc le dimanche, sur Twitch, faire une sorte de cours, un petit condensé des principaux concepts de cet auteur, ou alors de cette notion, peu importe, mais vraiment faire quelque chose voilà, de concentrer sur une semaine ou sur deux, et ensuite d'en faire le résumé en stream avec, comme ça vous pouvez poser vos questions, etc. Et assister à quelque chose qui ressemble un peu à un cours. Donc cette semaine c'était Nietzsche parce que j'avais commencé à m'intéresser à Nietzsche, mais si vous avez des idées pour un philosophe pour la semaine prochaine, je pensais à Montaigne, ouais, un peu parce que c'est un challenge, parce que je connais pas très bien Montaigne, et comme ça me donnerait l'occasion personnellement de m'y intéresser, on va dire intensément pendant une semaine, et ensuite de faire un peu le résumé de ce que j'ai compris de Montaigne à la fin de cette semaine ou de la semaine d'après, suivant le temps que ça prendra. Donc voilà, je me disais que ça pouvait être une idée intéressante, et puis comme ça permet d'apprendre des choses à la fois pour moi et puis pour vous, comme ça à la fin de chaque semaine. Donc voilà, c'était mon idée. Dites-moi si vous trouvez ça bien ou pas bien dans les commentaires, ou sur le chat en stream, mais voilà, comme ça pourra faire un nouveau truc à faire sur Twitch et sur YouTube. Alors, donc aujourd'hui, on va s'intéresser à la philosophie de Nietzsche, et on va voir dans un premier temps sa vie, ensuite ses concepts principaux, et puis ensuite on terminera avec quelques petites questions et une conclusion. Donc c'est parti pour la philosophie de Friedrich Nietzsche. Donc Nietzsche il est né en 1844 en Allemagne et il est mort en 1900. Alors on va le voir, sa vie elle a été assez mouvementée. Donc la vie de Nietzsche elle a été assez mouvementée par rapport à ses différentes maladies et surtout à la fin de sa vie, les 10 dernières années de sa vie, il est vraiment tombé dans la folie comme on va le voir juste après. Donc au début, il a étudié la philologie. C'est une discipline entre, on va dire, la littérature, la linguistique et la philosophie. C'est principalement donc l'étude des langues, et en particulier pour Nietzsche, l'étude des langues dans l'Antiquité. Donc c'était vraiment un expert de l'Antiquité grecque, et c'est comme ça qu'il a commencé dans un milieu vraiment très très sérieux, dans un milieu académique. Vraiment, on lui prédisait une très très grande carrière académique, parce qu'il avait vraiment des résultats excellents, etc., en tant que jeune étudiant et ensuite en tant que jeune professeur. Donc il a commencé à étudier et à écrire sur la philosophie, la culture, la morale, à la fin des années 1860. Et son premier ouvrage, La naissance de la tragédie, c'est un moment assez intéressant parce que justement, on pensait, enfin le milieu académique de son époque, pensait que véritablement Nietzsche il allait faire quelque chose de très très sérieux, de très très posé, de très très dans la, comment dire, dans la culture et dans la manière de faire de son époque, vraiment un travail académique très très carré. Alors que vraiment, justement, il a choqué un petit peu en faisant ce premier ouvrage, La naissance de la tragédie, parce que c'était pas du tout ce à quoi les gens s'attendaient. Et donc le milieu académique a été un petit peu déçu presque de cette première œuvre de Nietzsche qui correspondait pas du tout aux exigences académiques de son époque. Et donc déjà Nietzsche, il commençait en quelque sorte sa carrière en brisant un petit peu les choses établies. Donc voilà, donc Nietzsche il a connu une série de problèmes de santé mentale tout au long de sa vie, et il a même fini par devenir complètement fou en 1889. D'ailleurs, pour les différents concepts que je vais présenter, je vais prendre le parti pris de ne pas prendre au sérieux en quelque sorte ce qu'il a écrit après 1889 et toutes les notes qu'il a laissées inachevées de la même manière. Vu qu'elles n'ont pas été publiées, je vais considérer que Nietzsche n'a pas voulu les publier et que ça ne fait pas officiellement partie de sa pensée. Donc il y a beaucoup de choses que l'on pourrait interpréter à partir de ce que Nietzsche a laissé dans ses carnets. Je vais choisir de vraiment l'interpréter à partir de ce qu'il a écrit et pas à partir de ce qu'il n'a pas publié. Il y en a d'autres qui font d'autres choix, mais enfin, voilà. Aussi, petite remarque, je prétends pas du tout être voilà, la référence absolue sur Nietzsche. Non seulement, voilà, puisque Nietzsche, il y a beaucoup d'interprétations qui sont possibles, je prétends pas du tout avoir la seule interprétation qui est possible à son sujet, et je suis pas du tout un expert, il y en a qui passent leur vie à étudier Nietzsche, c'est pas du tout mon cas, hein. Donc vraiment, ça reste une présentation qui est adressée aux débutants, pratiquement par un débutant, d'accord. Donc par rapport à la fin de sa vie, sa sœur, qui était assez notoirement antisémite, elle a repris véritablement les écrits de Nietzsche et les a complètement adaptés à une sauce nazie. Et pendant très très longtemps, Nietzsche a eu une connotation qui était forcément très très négative parce que il y a toute une lecture de Nietzsche qui consiste à l'interpréter en quelque sorte comme un auteur antisémite, comme un auteur qui mettait en avant les idées nazies, alors que c'est pas du tout le cas. Justement, Nietzsche, tout au long de sa vie, il a vraiment montré que l'antisémitisme c'était idiot, hein. Lorsque Wagner justement il bascule véritablement dans l'antisémitisme, Nietzsche, il y a vraiment une rupture qui s'opère. C'est un moment assez important dans sa vie, la rupture avec Wagner, qui auparavant incarnait en quelque sorte
un personnage très très emblématique pour lui, qui était véritablement une figure à laquelle il s'identifiait, même un ami. Et il y a véritablement une rupture avec Wagner qui marque également une rupture dans sa pensée, un moment de bascule. Donc on va voir tout ça. Donc ça, c'était véritablement pour sa vie. Nietzsche, c'est difficile de séparer complètement sa vie de ce qu'il a écrit. Parce que véritablement, toute sa vie, elle a été marquée, pratiquement toute sa vie, elle a été marquée par la douleur, par la souffrance, par des maladies qui ne cessaient, et en particulier les 10 dernières années de sa vie, où il a complètement sombré dans la folie. A priori, on pense que c'est à cause de la syphilis qu'il aurait développé à la suite d'une rencontre avec une prostituée en Italie. Mais voilà, toujours est-il, vraiment, la maladie, la souffrance, c'est quelque chose qui a véritablement habité toute la vie de Nietzsche, et qui est donc à comprendre conjointement avec ses écrits. Donc, maintenant qu'on a vu un petit peu la vie de Nietzsche, on va s'intéresser à ces différents concepts. Et il y en a un paquet. Alors, le premier truc à savoir, c'est que Nietzsche, justement, il n'a pas voulu faire de système. Alors c'est difficile même de ne pas vouloir faire de système, même lorsqu'on est Nietzsche et qu'on écrit la plupart du temps par aphorisme et qu'on essaye de se détacher d'une pensée systématique. Néanmoins, véritablement, on ne peut jamais totalement se détacher d'un système. Et donc, même si on peut comprendre Nietzsche par bride, ça reste difficile d'abandonner toute idée de système. Donc on peut le comprendre à partir de différents concepts qu'il a développés dans différentes œuvres, mais on peut jamais véritablement complètement se séparer de l'idée d'un système. Donc on va étudier la pensée de Nietzsche à partir de ces différents concepts, et on va voir comment ces différents concepts s'articulent entre eux. Okay, et parfois, justement, je vais prendre un peu ce parti pris, on va voir si les concepts de Nietzsche ont toujours un sens, ou est-ce que ça nous mène à des impasses. Et donc, peut-être que finalement, il y a des envolées lyriques, il y a des passages qui sont exaltés, mais peut-être que parfois, en fait, le sens que l'on peut y trouver, c'est davantage le sens donc, que l'on y met, plutôt que le sens que Nietzsche a véritablement voulu donner à ses concepts. Donc le premier concept, qui est vraiment central dans la philosophie de Nietzsche, c'est la volonté de puissance. Et d'emblée, on va mettre un peu les pieds dans le plat, justement. Qu'est-ce que c'est que la volonté de puissance ? Parce que ça reste un concept qui est très très énigmatique. Donc, la volonté de puissance, c'est l'idée qu'il y a une force de vie qui anime tous les êtres vivants, et un désir de croissance, d'expansion et de domination. La volonté de puissance, elle n'est pas à comprendre néanmoins comme la volonté de tout écraser. On va y revenir après avec le concept d'Ubermensch, de surhomme, pardon. Mais voilà, il ne faut pas comprendre Nietzsche non plus comme justement avec cette sauce nazie que sa sœur a voulu lui imposer. Nietzsche, ce qu'il écrit, c'est pas que la volonté de puissance, c'est la volonté d'écraser, c'est la volonté de dominer les autres. La philosophie de Nietzsche, c'est avant tout néanmoins une philosophie qui est centrée sur l'individu, donc sur sa personne, et donc c'est une volonté pour s'accroître soi-même en fait, avant et plutôt que d'écraser les autres. Okay, et donc cette volonté de puissance, il faut bien la comprendre véritablement comme une puissance, on va dire, de création. Parce que Nietzsche, il est il a cette idée en quelque sorte que, on va le voir par la suite, que la civilisation occidentale est en déclin, et donc elle penche vers le nihilisme à cause de la religion, à cause de la morale, etc. Et donc finalement, que tout ce contexte, eh bien, ça écrase la volonté de puissance qui peut être présente chez l'individu. Et donc véritablement, il faut réinstaurer cette volonté de puissance, remettre au goût du jour une volonté de création, une volonté artistique qui exige, parce que c'est assez exigeant la philosophie de Nietzsche, justement, qui demande à l'individu d'être davantage dans l'action et pas dans la réaction. Ok ? Donc vraiment, il faut comprendre ça voilà, comme quelque chose de très très positif, mais on va voir justement toute la difficulté, c'est est-ce qu'on peut être entièrement positif ? Est-ce qu'on peut être seulement dans l'action sans être dans la réaction ? Et à mon sens, c'est là véritablement la difficulté chez Nietzsche, c'est que presque toute sa philosophie prône une philosophie de l'action, de la volonté de puissance, une volonté de puissance qui est pratiquement, qui se veut pratiquement illimitée, c'est-à-dire qui ne se veut pas réactive. Mais est-ce que c'est véritablement possible ? Est-ce qu'on peut être purement dans l'action sans être nullement dans la réaction ? C'est toute la difficulté, à mon sens, véritablement dans la pensée de Nietzsche. Ensuite, l'importance de la création, ça reflète bien justement cette volonté de puissance, parce que très très souvent, lorsque Nietzsche parle, des personnes qui l'inspirent, c'est assez rare. Mais en tout cas, lorsqu'il parle vraiment des choses positives pour lui, c'est souvent en relation avec quelque chose d'artistique. Et donc plus tard, lorsqu'on va s'intéresser au concept de surhomme, généralement le surhomme, voilà, on va le voir, c'est compris par rapport à la création artistique.
Pourquoi ? Parce qu'a priori, la création artistique, justement, c'est quelque chose qui n'a pas besoin de réagir. Alors, c'est encore une fois toute la difficulté. Est-ce que même dans l'art, on peut se passer de réaction ? À mon sens, c'est pas aussi simple que ça, et donc imaginer une sorte d'art qui soit purement affirmatif, même ça me paraît compliqué. Mais néanmoins, voilà, le modèle de Nietzsche, c'est vraiment le modèle de la création, parce que c'est un modèle qui affirme cette volonté de puissance, qui affirme la vie, qui affirme donc quelque chose de purement positif, sans être dans un marasme et sans être dans une culture et dans une religion qui prône le nihilisme. Donc véritablement, voilà, souvent en tout cas, les modèles de Nietzsche, ce sont des modèles artistiques. Au début de sa vie, son modèle artistique, c'était donc Wagner, avec lequel il était ami. Comme on l'a vu rapidement, donc véritablement, la rupture avec Wagner, ça montre véritablement une rupture assez importante dans la vie de Nietzsche, puisque c'est un moment de bascule dans sa philosophie. Et auparavant, là où Wagner représentait quelque chose comme le modèle, on va dire un peu naïvement, hein, mais pour Nietzsche, de l'homme fort, eh bien ensuite, ça va presque devenir la figure à abattre. Et Wagner, même, justement, encore plus que le Christ, encore plus que Socrate, c'est la personne dont il parle le plus dans ses écrits. Parce que, selon Nietzsche, Wagner, ça représente l'incarnation du déclin de la culture allemande de son époque. Et donc, c'est une figure qui est intéressante parce que c'est une figure qui est double, à la fois au début de sa vie comme inspiration, et ensuite, à la moitié de sa vie, donc à partir du moment où il commence véritablement à écrire et à comprendre ce qu'il souhaite critiquer dans la civilisation occidentale, ça marque véritablement l'incarnation de tout ce qu'il souhaite rejeter. Il y a d'autres figures, encore une fois, il y en a assez peu dans sa philosophie, il est vraiment les figures qu'il admire, assez rapidement, presque de manière un peu ad hoc. Il s'intéresse à Bizet, et il montre que pour lui, Carmen, c'est vraiment la forme de l'opéra qui justement affirme la vie et qui peut-être affirme cette volonté de puissance. Mais donc voilà, en tout cas, le modèle de Nietzsche, ça reste un modèle artistique parce que l'art, a priori, c'est ce qui permet au mieux d'affirmer sa volonté de puissance. Et donc on peut imaginer, précisément pour pas faire de contresens avec le surhomme, c'est pas du tout le modèle de l'homme arien. Pour Nietzsche, le surhomme, ça serait davantage le modèle de l'artiste en fait. Un artiste qui affirme pleinement sa volonté de puissance, qui est pleinement dans la création, dans l'affirmation de soi. Quelqu'un qui mène une vie désirable, en quelque sorte, c'est quelqu'un qui se rend artiste de sa propre vie. Alors, est-ce que cette expression a beaucoup de sens ? Je sais pas. Mais en tout cas, c'est voilà, quelqu'un qui crée davantage que quelqu'un qui réagit, qui commente, qui critique. Ce qui est assez ironique, encore une fois, parce que on va le voir à travers les différentes diapositives, Nietzsche a passé beaucoup de temps à critiquer. Mais néanmoins, dans ses critiques, il met en avant cette volonté de puissance, cette volonté d'affirmation, et donc de force vitale en quelque sorte, qui met vraiment en avant. Alors, on en arrive à la critique de la morale. Ça, c'est vraiment quelque chose de très très central dans la philosophie de Nietzsche, et j'ai envie de dire c'est quelque chose qui est assez mature dans sa pensée. C'est-à-dire qu'il y a des concepts qui sont souvent esquissés, mais on se rend compte qu'ils sont assez difficiles à comprendre, justement par exemple le surhomme, la volonté de puissance, ce sont des concepts qui sont importants pour Nietzsche, mais c'est des concepts, on s'y penche véritablement, et bien on se rend compte que c'est assez difficile d'en trouver une incarnation véritable, c'est assez difficile d'en trouver véritablement des exemples concrets. Alors que la critique de la morale, je ne vais pas dire qu'elle est très très bien menée, je ne vais pas juger les travaux de Nietzsche, mais en tout cas elle est assez ordonnée et elle revient assez régulièrement dans la pensée de Nietzsche, un petit peu comme une trame de fond. Donc ce qui est très très important et ce que Nietzsche critique assez régulièrement tout au long de ses œuvres, c'est l'idée que la civilisation occidentale est en déclin, mais pas simplement en déclin depuis quelques années. C'est un déclin qui s'est enclenché en quelque sorte depuis au moins, on va dire, la tradition chrétienne, la tradition judéo-chrétienne, avec une sorte de lecture un peu idéaliste platonicienne. Ce que Nietzsche critique dans la morale traditionnelle, c'est que pour lui, elle étouffe la volonté de puissance. Là où on pourrait avoir un tempérament justement artistique, de création, dans sa première œuvre, dans La naissance de la tragédie, justement, Nietzsche, il fait l'opposition entre Apollon et Dionysos. Pour lui, Apollon, c'est le modèle de l'ordre, le modèle de la pureté, de la clarté, et Dionysos, c'est davantage le modèle de la passion, le modèle de quelque chose, je vais dire un peu, comment dire comme ça, quelque chose qui est un peu éclaté, quelque chose qui n'a pas peur finalement de ses limites. Et pour Nietzsche, la morale occidentale, la morale chrétienne, la morale traditionnelle, eh bien elle étouffe la volonté de puissance, elle étouffe le dionysiaque, et elle fait en sorte que finalement, plutôt que de vivre dans un monde intéressant, où il y a du risque, où il y a finalement du danger presque, mais donc peut-être de la beauté, eh bien on préfère vivre dans un monde
qui est satisfaisant, qui n'est pas dangereux, où tout a sa place, où tout a son identité, où tout reste le même. Et c'est pour ça que Nietzsche est très très opposé précisément justement à la pensée de Platon, parce que pour Platon, l'idéal, et cet idéal en fait il se retrouve très très fortement dans la pensée occidentale, pour Platon l'idéal c'est précisément l'idéal, c'est-à-dire le monde des idées. Pour Platon, le monde des idées, il est parfait, il est immuable, il est éternel. Parce que dans le monde des idées, les choses ne changent pas. Et ça, c'est ce que Nietzsche critique justement dans cette morale de la société occidentale, dans la morale traditionnelle, c'est qu'on ne cherche pas le dionysiaque, on ne cherche pas à accroître cette volonté de puissance, on cherche davantage quelque chose qui est moins dangereux, quelque chose qui est dans lequel on peut se retrouver facilement, dans quelque chose voilà, qui ne fait pas peur, mais pour lui, quelque chose qui ne correspond pas forcément à ce que c'est que la vie. Alors, je vais pas dire, j'ai un peu du mal à dire véritable, parce que Nietzsche il va aussi critiquer l'idée de vérité, mais en tout cas, à ce qui correspond à peut-être une idée plus puissante de la vie. La morale traditionnelle, la morale occidentale, elle met des limites, elle met véritablement des lignes qu'il ne faut pas franchir. Et Nietzsche, ce qu'il dit, c'est que peut-être qu'il est temps de se séparer de ces limites. Effectivement, et justement, là je veux juste apporter une petite nuance, souvent on considère que Nietzsche, c'est purement un philosophe immoral, alors que Nietzsche, ce qu'il met en avant, c'est quand même plus nuancé. Il dit pas que la morale traditionnelle, elle a complètement été inutile. Je comprends la façon dont Nietzsche a critiqué cette morale, un peu comme les petits trous sur un vélo. C'est-à-dire que les petits trous sur un vélo, à un certain moment, c'était utile. C'est-à-dire qu'on ne peut pas commencer à faire du vélo sans les petits trous. Sinon, on tombe. Et Nietzsche, à mon sens, il comprend un peu l'humanité de cette manière. C'est-à-dire que peut-être que la religion chrétienne et la culture occidentale, la culture traditionnelle, étaient nécessaires jusqu'à un certain temps. Et effectivement, elle a permis de faire des choses qui sont assez incroyables et qui sont très très belles. Hein. Par exemple, le plafond de la chapelle Sixtine, c'est magnifique. Mais néanmoins, peut-être que cet art apollinien et cet art qui est très très carré, qui est très très propre, eh bien, il est temps de s'en séparer et il est temps d'affirmer cette volonté de puissance et donc d'accéder à quelque chose qui met davantage en avant la volonté de puissance, la vie et l'art dionysaque. Voilà, encore une fois, j'insiste bien quand même, tout dans la culture et tout dans la morale traditionnelle n'est pas forcément à rejeter de manière historique. C'est-à-dire que c'était nécessaire à un moment donné, parce que peut-être que l'humanité n'aurait pas pu survivre sans, mais peut-être qu'il est nécessaire de s'en séparer maintenant. Peut-être qu'il faut passer à autre chose, et donc affirmer cette volonté de puissance qui est supérieure, et se séparer de simplement ce qui est éternel, ce qui est immuable, ce qui est parfait, et regarder un peu dans l'abysse en fait. Peut-être que c'est dangereux, mais peut-être que c'est le moment en fait d'essayer de voir quelque chose qui est supérieur comme ça. Un des véritables problèmes, c'est de se demander, est-ce que l'humanité est vraiment prête justement à se séparer de cette morale traditionnelle ? Est-ce que l'humanité est prête à affronter justement l'abysse, à tomber dans le dionysiaque ? Personnellement, j'en suis pas certain, et je suis même pas certain que ce soit possible, à jamais possible. Nietzsche le dit bien justement quand il dit Dieu est mort. Dieu est mort, ça veut pas dire Dieu est mort, youpi, Dieu est mort. Il y a quand même une réalisation qui est assez froide dans cette phrase, et on se demande justement, Dieu est mort, oui, du coup, mais ça veut dire que toutes les valeurs reposent maintenant sur nous. Peut-être qu'on ne s'était même pas rendu compte que l'humanité avait tué Dieu, mais l'humanité se rend donc compte que les valeurs, justement, elles ne sont plus éternelles, qu'elles ne sont plus objectives, elle doit elle-même se réinventer, et bon, après, ce sera tout le problème de l'existentialisme qui arrivera par la suite. Hein. Mais à mon sens, même Nietzsche n'avait pas de réponse à cette question. Est-ce que véritablement, on peut créer une culture purement dans l'affirmation, ou est-ce qu'on est condamné à nécessairement réagir par rapport à quelque chose qui existe déjà ? Ça, c'est vraiment mon avis, hein. Mais je vois pas comment on pourrait créer quelque chose en dehors d'une réaction. À mon sens, tout ce qui est créé est forcément en réaction à quelque chose, et donc finalement, c'est peut-être même pour ça que c'est le surhomme, c'est que c'est une tâche surhumaine de vouloir créer quelque chose à partir de rien. Enfin, pas à partir de rien, mais vouloir créer quelque chose purement dans l'affirmation, à mon sens, c'est impossible. Alors, on en arrive justement au fameux concept de Nietzsche, qui a fait tellement parler de lui, et qui a été souvent très très mal compris. Alors, encore une fois, hein, je prétends pas avoir la seule interprétation possible du surhomme, parce que comme Nietzsche il écrit beaucoup par aphorisme, il a un langage qui est souvent très très lyrique, et bien, précisément, on peut le comprendre de bien des manières. Et c'est ce qui le rend intéressant, mais aussi c'est ce qui le rend difficile. Donc le surhomme, c'est vraiment un concept clé de sa philosophie. Ça représente l'idéal de l'être humain, qui a transcendé les limites imposées par la morale traditionnelle, et réalisé pleinement sa volonté de puissance.
concrètement, qu'est-ce que c'est qu'un surhomme en fait? Est-ce que véritablement le surhomme est possible? On peut l'imaginer dans une personne qui est véritablement incarnée, ou alors c'est simplement un objectif personnel, comme une sorte d'horizon. On pourrait se dire, je vais essayer de développer au maximum ma volonté de puissance, ma capacité artistique, ma capacité créative, pour véritablement me rapprocher le plus possible du surhomme, mais sans jamais pouvoir véritablement devenir un surhomme, parce que concrètement ça n'existe pas peut-être. Ou alors, est-ce que, voilà, encore une fois, est-ce que véritablement on peut imaginer quelqu'un qui se rapproche du surhomme? Je le redis encore une fois, par contre, le surhomme, c'est pas du tout à comprendre comme la race aryenne, comme ça a parfois été le cas avec la lecture nazie de Nietzsche. Hein. C'est pas du tout, là c'est assez clair pour le coup, c'est pas du tout ce que Nietzsche avait en tête. Le surhomme, c'est véritablement par rapport à soi-même. C'est pas une race particulière qui serait supérieure aux autres. Le surhomme, c'est simplement, c'est beaucoup, hein, mais c'est l'idée de se transcender soi-même, d'être supérieur à ce que l'on était pour... Alors il a cette phrase, hein, deviens ce que tu es, qui est très très énigmatique encore une fois. Le surhomme, c'est exploiter au maximum sa volonté de puissance, exploiter peut-être justement sa capacité en tant qu'artiste, sa capacité, la possibilité de créer des choses, d'apporter quelque chose de nouveau, de transcender la morale traditionnelle qui est basée sur des valeurs qui nient la vie, qui rejettent la vie, qui étouffent la vie. Et voilà, la philosophie du surhomme, c'est une philosophie qui accepte la vie pleinement. Le problème, encore une fois, c'est qu'est-ce que c'est précisément que la vie qui est acceptée? Il y a tous les courants politiques et philosophiques qui sont revendiqués de la pensée de Nietzsche, en passant donc de l'anarchisme jusqu'à la philosophie d'extrême droite avec le régime nazi. Hein. Alors, il y a des interprétations qui sont plus correctes que d'autres, mais encore une fois, ça reste très très énigmatique. Qu'est-ce que c'est que cette affirmation de la vie, cette affirmation de la volonté de puissance? On peut néanmoins à peu près le comprendre, mais ça reste très très vague. Hein. Comme voilà, une idée qui consisterait à transcender sa propre personne et à rejeter tout ce qui est négatif, tout ce qui est dans l'oppression, tout ce qui est dans le rejet, pour véritablement être quelqu'un dans l'affirmation pure. Donc il faut partir de quelque chose de purement neuf. Voilà, c'est très très délicat. Il a cette image dans Zarathustra. La première image, c'est le chameau. Parce que le chameau, c'est celui qui porte tout le poids de la civilisation occidentale sur lui, tout le poids de la morale, tout le poids finalement de la culpabilité, de la pitié, de toutes ces valeurs que Nietzsche rejette et qui sont centrales dans la morale chrétienne. Et ce chameau, finalement, il n'arrive pas à avancer parce qu'il a trop de choses sur lui et c'est véritablement pas l'idéal. La deuxième transformation, c'est le lion. Le lion, lui, c'est la figure du rejet. Donc le lion, c'est l'inverse complètement du chameau. Lui, le lion, c'est un peu l'adolescent en quelque sorte. Il rejette tout. Et donc, peu importe ce qui est bien, ce qui est pas bien, il est dans la réaction, il rejette. Il est vraiment, c'est un rebelle. Il n'a pas envie d'être comme tout le monde. C'est un peu un imo, on va dire. Et donc voilà, le lion, c'est la figure de la rébellion, c'est la figure de la réaction. Mais c'est le problème justement, c'est que pour Nietzsche, ni l'un ni l'autre n'est souhaitable. Il ne faut ni être le chameau, qui est c'est un peu la figure du stoïque. Et à mon sens, Nietzsche est un petit peu critique, est un petit peu dur à l'égard des stoïques, parce qu'il a un autre concept, je ne l'ai pas développé dans les diapos, mais j'en parle rapidement, qui est le concept d'amor fati. Le concept d'amor fati, c'est l'amour du destin. C'est véritablement accepter ce qui nous arrive sans concession. C'est-à-dire il faut être littéralement dans l'amour du destin, vouloir avec plaisir, avec joie, que ce qui arrive, arrive. Et donc il a cette idée d'éternel retour pour justement supporter cette théorie en disant que le surhomme, c'est celui qui sera capable de dire ce que je vis et ce que j'ai vécu, je suis capable de l'accepter une infinité de fois dans toutes les vies qui vont se répéter dans l'éternité. Et donc celui qui est véritablement capable de dire ça, eh bien pour Nietzsche c'est un surhomme, parce qu'il est capable d'accepter avec amour, avec joie, tout ce qui lui arrive. J'aime beaucoup cette idée d'éternel retour, hein. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? Est-ce que ça veut dire qu'il faut en quelque sorte se mentir à soi-même, revisiter le passé, parce que parfois il y a des choses concrètement que j'ai pas appréciées. Mais du coup, est-ce que je dois me dire, je vais vouloir que ma vie se repasse de la même manière, parce que finalement j'accepte tout et j'aime tout ce qui s'est passé. Même si, objectivement, je me mens à moi-même. Je sais que j'ai pas aimé ce qui s'est passé. Donc, comment est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois mentir pour me persuader, un peu en mode méthode Coué? Ou est-ce que ça veut dire quelque chose d'autre? À mon sens, voilà, c'est vraiment pas évident d'allier les deux. À quel point on doit vouloir
que ce qui arrive arrive. Parce que pareil, si justement on est dans l'acceptation pure, ça reste du stoïcisme. Ça reste le fait d'accepter les choses comme une pierre. Et on a beau saupoudrer un petit peu d'idées qu'on l'accepte avec joie, en réalité, je ne suis pas certain que ce soit possible concrètement, en fait. Il y a des cas où il y a des choses, même si on le veut très très fort et qu'on se dit très très fort qu'on l'aurait voulu, concrètement, non, c'est pas vrai. Donc dans l'idée, c'est assez difficile, encore une fois, à mettre en pratique, en fait. Donc on en arrive, voilà, à la critique de la religion. C'est quelque chose qui sous-tend vraiment la pensée de Nietzsche, qui est développée dans la généalogie de la morale, qui est à mon sens, voilà, son ouvrage, son œuvre la mieux structurée, et puis véritablement les concepts sont bien expliqués, et on comprend bien du coup véritablement sa pensée. Et ce qu'il critique dans la religion chrétienne en particulier, c'est l'idée qu'il y a eu un retournement des valeurs. Alors, il la critique, mais néanmoins il est presque admiratif, parce que c'est vraiment un tour de passe-passe assez étonnant. Ce qu'il dit, Nietzsche, c'est que les chrétiens, finalement, ils sont très très forts, parce qu'ils ont fait de nécessité vertu. Ils étaient faibles, et ils ont fait croire que cette faiblesse, eh bien en réalité, c'était une force. Et c'est vrai, c'est présent justement dans les évangiles, hein. L'idée de retournement des valeurs, Nietzsche la commente amplement, c'est assez étonnant quand on y réfléchit. L'idée que les pauvres deviendront riches, les malheureux deviendront heureux, etc. Eh bien Nietzsche nous dit, c'est pas tant qu'ils l'ont fait parce qu'ils l'ont voulu, mais c'est simplement que c'était un état de fait, et ils ont remplacé les valeurs traditionnelles de l'époque, hein, on va dire, qui du coup aujourd'hui ne sont plus nos valeurs, puisque justement on est dans une morale chrétienne. Ils ont remplacé ces valeurs, et ils nous ont fait croire que la faiblesse était une puissance. Et pour Nietzsche, ça, véritablement, ça passe pas. Cette idée, ça étouffe complètement justement la volonté de puissance et la vie. Plutôt que de vivre une vie qui est dans l'affirmation, une vie qui est dans une vie artistique, qui est dans le dionysiaque, qui est dans l'affirmation de soi, eh bien, la morale chrétienne, elle nous oblige à vivre une vie qui est dans la pitié, qui est dans la négation, qui est dans, finalement, la souffrance, la douleur. Et donc, forcément, toutes ces valeurs-là, eh bien, elles vont à l'encontre de la vie. Elle étouffe l'humanité en lui donnant, finalement, un nouveau jeu de valeurs qui, pour Nietzsche, voilà, finalement, il faut se séparer de ces valeurs, il est temps de se séparer de ces valeurs et d'affronter quelque chose qui est plus, pas motivant, mais enfin qui est plus intéressant, qui va faire véritablement un challenge, plutôt que quelque chose dans lequel, qui nous satisfait en fait. Et justement, par rapport à ce qu'on disait avant, l'idée de l'éternel retour de Nietzsche, il se propose un petit peu justement comme une alternative par rapport au paradis chrétien. Le paradis chrétien, il nous dit, et c'est un peu ce que Marx critiquera par la suite, hein, avec cette idée d'opium du peuple, le paradis chrétien, il nous dit, de toute façon, vous inquiétez pas, même si vous ne vivez pas une vie qui est très très satisfaisante actuellement, même si vous êtes pauvre, même si vous êtes malheureux, de toute façon, c'est un signe de plus qu'au paradis, vous allez être super bien. Et donc, vous inquiétez pas, en fait, reniez votre vie actuelle, parce que plus tard, ce sera mieux. Et pour Nietzsche, ça, c'est vraiment à l'encontre de la vie. C'est cette idée d'arrière-monde, justement. Pour Nietzsche, le paradis chrétien, c'est un arrière-monde, c'est-à-dire un monde derrière un monde. Et pour Nietzsche, le véritable monde, encore une fois, j'aime pas trop cette expression de véritable pour parler de Nietzsche, mais en tout cas, le monde dans lequel on doit affirmer sa volonté de puissance, c'est le monde dans lequel on vit. C'est pas un paradis finalement illusoire qui peut-être potentiellement sera meilleur. Pour Nietzsche, le monde qui est intéressant, le monde qui est captivant, c'est donc ce monde-là, et c'est ce monde-là qui doit se répéter une infinité de fois. C'est pas un monde meilleur qui va se situer après, c'est le même monde, et on aime tellement finalement ce monde qu'on est prêt à ce qu'il se répète dans l'éternité, et à revivre une infinité de fois cette même vie, et pas une autre. Donc c'est encore une fois, là, quelque chose de purement dans l'affirmation du monde actuel, dans le monde terrestre, plutôt que la volonté d'un monde illusoire qui peut-être sera meilleur. Et là, Nietzsche fait une pierre deux coups, parce qu'il critique en même temps le concept platonicien du monde des idées, et ensuite le paradis chrétien, qui peut en quelque sorte se comprendre comme une version religieuse de ce monde des idées. Et donc, Nietzsche, il y a cette première critique de la religion, et puis il y a également l'idée que la religion, en quelque sorte, et enfin les religieux en particulier, ceux qui sont aux commandes, c'est un peu des malins, parce que justement, avec tout ce renversement des valeurs, eh bien ça leur permet de s'approprier le pouvoir et de le maintenir. Ils font croire en quelque sorte justement que c'est eux qui détiennent la morale, c'est eux qui détiennent la vérité, qui détiennent les choses absolues, alors qu'en réalité, c'est simplement finalement dans des buts pratiques, dans des buts presque politiques, pour maintenir une autorité
grâce à des choses justement qu'ils considèrent, enfin qu'ils font considérer comme étant éternelles, immuables et parfaites. Donc véritablement, pour Nietzsche, il est temps, est-ce qu'il est véritablement temps, c'est une question qui est assez intéressante, mais en tout cas peut-être est-il temps de se séparer de cette morale chrétienne qui mène au nihilisme, qui mène à la négation de soi et de la vie. Il est temps de s'en séparer et il est temps finalement de tomber dans quelque chose qui affirme davantage la volonté de puissance, qui affirme davantage la vie et qui est davantage créatif. Mais alors le truc, c'est que Nietzsche, il est aussi contre les athées. C'est marrant parce que Nietzsche, encore une fois, c'est le penseur qui, dans tous ses écrits, parle d'affirmation de la vie, de rejet de la négation, etc. Mais en soi, il fait que critiquer. Et en particulier, pour Nietzsche, l'athéisme, c'est simplement la continuité du christianisme. En fait, l'athéisme, c'est simplement le christianisme poussé à bout, qui se rend compte que tout son jeu d'idéaux, tout son jeu de concepts moraux, etc., eh bien, ça mène naturellement à l'athéisme. Mais en fait, pour Nietzsche, les athées, ils sont pas mieux. Les athées, c'est simplement ceux qui tombent dans le nihilisme parce que le christianisme les a conduits à cette valeur. Et c'est le problème, parce que justement, Nietzsche, en fait, il critique tellement de trucs que, encore une fois, il faut remplacer la morale chrétienne par quelque chose, ok, mais par quoi du coup? Puisque le nihilisme, il faut s'en écarter parce que c'est contre la vie, la morale chrétienne, elle étouffe la vie, mais qu'est-ce qui véritablement pourrait être une affirmation de la vie et une affirmation de la volonté de puissance? C'est vraiment une question, à mon sens, qui est très très compliquée. À mon sens, mais bon, je suis biaisé parce que c'est un auteur que j'aime bien, et puis je trouve que Camus, dans le mythe de Sisyphe, est très très nietzschéen, à mon sens, dans le sens où il essaye véritablement, dans une perspective athée, de trouver un sens à la vie. C'est-à-dire, véritablement, dans le mythe de Sisyphe, il montre quel peut être le sens de la vie si on vit dans un monde qui n'a plus d'objectif, qui n'a plus de Dieu, qui n'a plus de valeur supérieure. Et à mon sens, la façon dont il y répond, c'est plutôt joyeux, et je pense que ça correspondrait assez bien à ce que Nietzsche aurait pu dire. Est-ce que l'humanité est prête à se séparer de valeurs transcendantes? Lorsque Zarathustra dit Dieu est mort, je ne sais plus dans quel ordre c'est, mais Dostoïevski, justement, il a cette même formule, hein, Dieu est mort, tout est-il permis? Mais justement, c'est bien ça. Est-ce que, puisque Dieu est mort, tout est permis? L'humanité se retrouve véritablement avec tout un bagage de valeurs qui ne sont plus transcendantes et qu'elle doit supporter, mais elle n'a plus qu'elle-même pour les supporter. Et du coup, c'est un peu la phrase de l'oncle Ben, hein, j'aime bien la citer, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Et ben c'est un peu l'idée, c'est-à-dire que, bon, bah effectivement, maintenant, vous êtes sans Dieu, mais qu'est-ce que vous allez faire de vos valeurs? Comment est-ce que vous allez faire sans Dieu? Est-ce que vous allez accepter ce poids, qui est immense, de choisir uniquement par vous-même l'image que vous souhaitez donner à l'humanité? Est-ce que l'humanité est véritablement prête? Ou est-ce qu'il faut trouver un autre subterfuge qui n'est pas la religion, mais qui est quelque chose d'autre? Ou est-ce que l'humanité est prête, un petit peu comme, pour reprendre l'expression de Nietzsche, à regarder dans l'abysse? Encore une fois, voilà, c'est ce qui rend Nietzsche assez intéressant. Donc, on avance. L'importance de la culture. Donc pour Nietzsche, la culture, c'est vraiment essentiel pour permettre à l'être humain de réaliser pleinement sa volonté de puissance. Donc, il dit pas que la culture, c'est nul, hein. Il dit pas que la culture, c'est complètement à rejeter. Il dit que la culture, elle doit être au service de la volonté de puissance. Une culture qui écrase, une culture qui étouffe la volonté de puissance, ça, c'est une culture qu'il faut rejeter. Et j'ai mis une image de Wagner, parce que, voilà, Wagner, il incarne véritablement cette culture allemande qui, pour Nietzsche, se dirige à vitesse grand V vers le nihilisme et qui étouffe, qui éteint la vie, qui n'est pas du tout une morale de l'affirmation, qui est une morale justement du rejet et qui, pour Nietzsche, est dégoûtante. Et en un sens, il a plutôt... alors je sais pas à quel point il a été prophète, l'antisémitisme, peut-être qu'elles étaient déjà en germe à ce moment-là, et Nietzsche, du coup, avait plutôt raison justement de s'en détacher, puisqu'on connaît bien l'histoire du XXe siècle et ce qui s'est passé avec l'Allemagne nazie. Donc voilà, la culture, c'est ce qui incarne la morale, la religion, l'esprit d'un temps, d'une certaine façon, et elle doit être au service, elle ne doit pas être contre la volonté de puissance. Mais quelle culture promouvoir pour permettre à cette volonté de puissance de s'exprimer? Dans l'idée de Nietzsche, certainement, ça correspond à une culture artistique qui met en avant les artistes, qui met en avant l'art dionysiaque. Mais concrètement, quelle forme ça prend? C'est assez difficile de le voir. Mais voilà, on peut supposer a priori
qu'en tout cas ce serait la figure de l'artiste qui pourrait incarner cette culture. Alors on a un peu un parallèle, hein, pareil, parce que pour Platon, le modèle du leader, le modèle du dirigeant, c'est le philosophe roi. Pour Nietzsche, justement, il est opposé à Platon, pour ainsi dire. Pour Nietzsche, ce serait davantage l'artiste, peut-être. Donc ce serait intéressant d'avoir, d'un côté, on a chez Platon une société qui est dirigée par les philosophes rois. Chez Nietzsche, peut-être qu'on aurait une société qui est dirigée par les artistes. En tout cas, voilà, peut-être que ça mettrait davantage en avant cette volonté de puissance, cette force de la vie. Ça écarterait complètement toute idée qui étoufferait la vitalité, qui étoufferait la créativité, qui étoufferait cette volonté de puissance que Nietzsche met tant en avant. Alors, on en arrive à un des derniers concepts, en tout cas, que j'ai développé dans ces petites diapos. C'est assez intéressant parce que justement, ça c'est pareil, c'est un concept une conception de Nietzsche qui souvent fait un petit peu polémique. Parce que souvent, c'est vrai que quand on entend dire que Nietzsche critique la démocratie qui est si centrale dans notre société actuelle, on se dit que nécessairement, en quelque sorte, ça peut pas être quelqu'un de bien. Mais ce que Nietzsche entend en fait dans sa critique de la démocratie, c'est que pour lui, la démocratie, elle ne peut pas engendrer des valeurs souhaitables, des valeurs positives, des valeurs intéressantes, parce qu'elle nivelle par le bas. C'est-à-dire que véritablement pour Nietzsche, la démocratie, c'est la culture de la majorité, la culture du grand nombre, et finalement la culture de la médiocrité. Alors que Nietzsche, lui, ce qu'il met en avant, c'est un idéal aristocratique. Peu sont capables d'affirmer suffisamment la volonté de puissance, d'affirmer suffisamment la vie, d'être suffisamment artiste, et donc une société qui est dirigée par la totalité, pour Nietzsche, c'est pas une société qui peut être une société qui est véritablement dans l'affirmation. Pour qu'une culture grandisse, soit foisonnante, etc., eh bien, elle ne peut pas se baser sur le grand nombre. Elle doit se baser sur l'individualité, sur l'exceptionnel. Et donc, voilà, la démocratie, pour Nietzsche, ça ne peut pas faire ça. Donc, en soi, là, sur ce point-là, il est plutôt d'accord avec Platon, puisqu'on retrouve un petit peu cette idée chez Platon dans la République. Et en général, chez les Grecs, hein, que ce soit chez Platon, chez Aristote, l'aristocratie, c'est le modèle le plus souhaitable, et la démocratie, c'est un modèle déviant. Nietzsche reprend un petit peu cette idée, mais tout le monde ne peut pas être, pas par définition, hein, justement, tout le monde ne peut pas être au-dessus de la moyenne. Donc les dirigeants, ça doit être des personnes fortes, des personnes qui sont véritablement dans l'affirmation de soi, dans l'affirmation de la volonté de puissance, de l'affirmation de la vie, et qui mettent en avant tout ça. Et c'est eux qui doivent être aux commandes, c'est eux qui doivent mener la barque, qui doivent diriger le bateau, justement, qui doivent diriger le navire vers des valeurs souhaitables et entraîner avec eux la population, entraîner avec eux le grand nombre. Mais pour Nietzsche, la démarche ne doit pas être inverse. Une société qui est basée uniquement sur le grand nombre, pour Nietzsche, c'est une société qui est basée sur la médiocrité, et c'est une société qui va droit vers l'échec. En fait, le truc dans la philosophie de Nietzsche, c'est qu'il est assez exigeant aussi. C'est-à-dire que l'idéal du surhomme, c'est justement quelqu'un qui parvient à se dépasser en permanence, quelqu'un qui est dans l'affirmation de soi, qui est dans le dionysiaque. Mais du coup, est-ce que l'on peut exiger ça de tout le monde ? Le truc, c'est à quoi bon finalement ? Ça, c'est plus un commentaire personnel sur la philosophie de Nietzsche. J'entends bien cette idée justement de dépassement de soi, d'affirmation de la vie, d'affirmation de la volonté de puissance. Mais dans un monde sans Dieu, à quoi bon ? L'idée, c'est, a priori, si on prend du plaisir dans sa vie, même si finalement on est dans une sorte de satisfaction un peu paresseuse, si on y trouve du plaisir, à quoi bon finalement chercher le dépassement de soi, la volonté de puissance, le dionysiaque, à quoi bon regarder l'abysse, si finalement on trouve du plaisir dans les choses banales et les choses médiocres. À mon sens, voilà, le plaisir c'est véritablement la valeur absolue. Si on parvient à maximiser le plaisir que l'on a de manière générale dans sa vie, bon bah tant mieux en fait, et peu importe si on n'a pas une vie qui est exaltante et qui est voilà, dans le dépassement de soi, dans le danger permanent, dans la création même, enfin peu importe finalement, si on trouve du plaisir à ce que l'on fait et qu'on ne fait pas de mal aux autres, bon c'est une philosophie extrêmement banale, mais en soi, dans un monde sans Dieu, je vois pas pourquoi elle serait pas souhaitable en fait. Donc, comme je l'ai déjà dit au début, mais voilà, comme Nietzsche justement, la pensée est cyclique, c'est l'éternel retour. Donc, après sa mort, sa sœur a récupéré ses écrits, et elle était vraiment très très sympathique très sympathique au régime nazi. J'avais lu une anecdote, je l'ai pas retrouvée, mais il me semble que c'est dans une biographie de Nietzsche. Elle était si sympathique justement au régime nazi qu'elle aurait donné la canne de Nietzsche à Hitler lui-même.
J'ai pas retrouvé l'anecdote, donc j'ai pas retrouvé si c'était véridique ou pas. Mais en tout cas, voilà, toujours est-il, elle était très très antisémite. Et concrètement, elle a modifié, hein, elle s'est pas embêtée, elle a modifié les écrits de Nietzsche pour l'adapter complètement à la sauce nazie et à faire de lui un auteur nazi. Ce qui évidemment était pas très très sympathique. En quelque sorte, elle en a fait presque un animal de foire, hein. Pendant les 10 dernières années de sa vie, qu'il a passé à l'asile, elle le couvrait d'un drap pour qu'il ressemble en quelque sorte à un prophète, et les gens venaient voir Nietzsche en quelque sorte, voilà, comme si c'était un animal de foire. Donc ensuite, toujours est-il, après que cette réputation nazie qui était attachée à Nietzsche ait été brossée, n'empêche qu'il a eu une très très grande influence sur d'autres penseurs, des penseurs bien plus respectables, hein. Heidegger, bon, n'empêche, Heidegger, c'était lui aussi, il était assez sympathique au régime nazi, mais néanmoins, c'était aussi un grand philosophe. Et Foucault et Derrida, dans les penseurs postmodernes, qui se sont beaucoup inspirés de Nietzsche. En gros, tous les penseurs quasiment actuels s'inspirent plus ou moins de Nietzsche, que ce soit en réaction ou qu'ils se réclament de Nietzsche. Vraiment, Nietzsche a eu une influence qui est énorme. Puis on le voit aujourd'hui encore, hein. Aujourd'hui, on va dire, il est très très à la mode encore, Nietzsche, et c'est une pensée qui reste très très actuelle, parce que, voilà, encore une fois, il a écrit sous la forme d'aphorismes, il a une écriture qui est très très lyrique, et donc sa pensée, on peut la comprendre de bien des manières. Donc ça c'est utile, parce que du coup, elle est très très mobile, on peut l'adapter à beaucoup de pensées, on peut l'adapter à beaucoup de courants, et ça en fait un penseur qui est très très intéressant, et qui peut être utilisé d'une certaine manière par bien des philosophies différentes, ce qui le rend toujours pertinent à l'heure actuelle. Pour cette raison, l'œuvre de Nietzsche est souvent difficile à interpréter, en raison de sa nature complexe et fragmentaire. Il y a des moments, hein, justement, où même lui, j'ai essayé de donner, voilà, du sens par rapport à ce que j'ai lu et par rapport aux commentaires que j'ai lus. Mais concrètement, hein, voilà, il ne faut pas le cacher. Il y a des passages de Nietzsche où, si on est bienveillant, on va dire qu'il apporte des modifications par rapport à ce qu'il a écrit auparavant, ou carrément, finalement, il rentre en opposition par rapport à ce qu'il a déjà écrit. Donc, soit on le voit, voilà, comme finalement une pensée qui évolue, une pensée parfois qui mène à des apories, et lui-même les reconnaît, et donc peut-être que c'est à nous de travailler, c'est à nous de philosopher finalement, il ne nous donne pas un travail qui est prémâché, et il nous invite véritablement à philosopher au sens propre, à nous poser des questions, à nous étonner par rapport à ce qu'il dit, et ça le rend intéressant justement pour ça. Ou alors, voilà, peut-être que parfois on peut reconnaître qu'il y a parfois des contradictions qui ne mènent à rien, et qui finalement il faut s'arrêter là parfois. C'est vraiment, encore une fois, un penseur à interpréter, un philosophe à interpréter. C'est pas du tout une pensée qui est facile à comprendre, mais pour cette raison, et pour moi et pour bien d'autres, hein, c'est une pensée qui est intéressante, parce que voilà, c'est une pensée, ça fait quand même réfléchir. Alors, ça c'est juste un petit truc, je sais pas, je me suis dit que ça pouvait être marrant, je le ferai peut-être ou je le referai pas, on verra. Avant d'arriver à la conclusion, je me disais que pour ceux qui souhaitent vérifier la compréhension de tout ce qui vient d'être dit, donc je vous propose quelques questions pour tester vos connaissances. Alors, qu'est-ce que le surhomme selon Nietzsche? Pourquoi Nietzsche était-il un critique de la religion et de la philosophie traditionnelle? Quelle était la vision de Nietzsche sur la culture? Pourquoi Nietzsche a-t-il critiqué la démocratie? Quelle était la vision de Nietzsche sur la création? Et comment Nietzsche a-t-il envisagé la vérité? Donc si vous regardez la vidéo sur YouTube, je vous invite à mettre sur pause, passer voilà, 5-10 minutes à essayer de réfléchir à ces questions. Comme ça, vraiment, ça permet d'ancrer vos connaissances sur le sujet. À mon sens, c'est plutôt pas mal de se faire un autotest comme ça. Ça a été plus ou moins prouvé. En tout cas, il y a beaucoup d'études qui sont réalisées par rapport à ça et qui montrent que s'interroger soi-même, véritablement, ça permet de solidifier ses connaissances. Donc voilà, je vous invite à le faire. Mettre sur pause quelques minutes et ensuite relancer la vidéo pour voir la conclusion et pour terminer avec Nietzsche. Et donc, on en arrive à la conclusion de Nietzsche. Donc, la philosophie de Nietzsche, c'est une philosophie qui est centrée sur le concept de volonté de puissance, qui représente le désir de croissance, d'expansion et de domination qui anime tous les êtres vivants. C'est véritablement quelque chose, voilà, qui est central, et c'est quelque chose que chaque être humain doit augmenter au maximum, doit mettre en avant pour dépasser toutes les choses qui sont dans la négation de soi, qui sont dans le rejet de la vie, tout ça. Donc Nietzsche a proposé une éthique de l'affirmation de soi et a critiqué la morale traditionnelle, la religion, la philosophie et la démocratie pour leur incapacité à permettre la réalisation de la volonté de puissance. Donc voilà, toutes ces notions, toutes ces idées qui sont en particulier incarnées par la civilisation occidentale, Nietzsche les rejette et montre qu'on doit passer à quelque chose d'autre pour permettre à l'humanité de se dépasser et de nouveau à accepter la vie. Donc pour Nietzsche,
la culture et la création artistique doivent être des moyens d'exprimer et de stimuler la volonté de puissance. La pensée de Nietzsche est néanmoins complexe et a été sujette à des interprétations divergentes, mais il est largement considéré comme l'un des philosophes les plus influents de l'histoire, et, encore une fois, voilà, hein, personne pour le juger, mais à mon sens à juste titre, parce que c'est une pensée qui est assez mobile, qui est assez flexible, qui s'adapte à beaucoup de pensées qu'on peut s'approprier, sans la voler non plus, mais voilà, on peut se poser beaucoup de questions à partir de ce que Nietzsche nous propose, et c'est pas une philosophie que l'on lit et qu'on passe à autre chose, c'est vraiment une philosophie sur laquelle on peut se poser des questions qui remettent en question les choses que l'on prend généralement pour acquises, et à mon sens, c'est pour ça que ça en fait une philosophie qui est intéressante. C'est pas la philosophie qui est la plus rigoureuse, mais c'est vraiment une philosophie voilà, qui permet de se remettre en question et de remettre en question les valeurs que l'on considère normalement comme acquises. Et en fin de compte, la philosophie de Nietzsche est une invitation donc à transcender ses propres limites, les limites qui entravent notre potentiel, et à vivre une vie qui reflète pleinement notre volonté de puissance. Donc même si on ne sait pas véritablement ce que c'est que cette volonté de puissance, même si c'est parfois un peu flou, eh bien ça invite néanmoins à se dépasser, à accepter la vie, à ne pas être dans le rejet, à ne pas être dans des valeurs qui sont mortifères, qui sont dans la négation, qui sont dans le rejet, dans la critique, simplement dans le commentaire de ce qui existe déjà, et à proposer quelque chose qui est dans l'affirmation, dans la création artistique et la création de soi en fait. Donc voilà, on en a terminé avec Nietzsche. J'espère que ce premier cours, cette première présentation d'un auteur qui est, voilà, encore une fois, c'est assez... on survole les choses, hein, je veux pas non plus rentrer, et puis j'ai pas les connaissances, suffisantes pour rentrer en profondeur dans chacun des concepts, parce que ça demanderait beaucoup de temps, et il y en a qui, voilà, encore une fois, passent leur vie à étudier ces concepts, mais j'espère que ça aura permis de vous faire découvrir Nietzsche, de vous interroger un petit peu sur les choses qui l'intéressent.